Bonjour à tous, je m'appelle Matteo, j'ai 28 ans et je viens d'Italie. Je m'appelle Nat, je suis actuellement au chômage. Je fais une formation dans le cadre d'une reconversion, on va dire. J'ai 51 ans. Je suis Friconet José, j'ai 40 ans, je suis infirmier. Je m'appelle Salomé, j'ai 22 ans. Je m'appelle Ukariou, j'ai 60 ans et je suis enseignant d'éducation physique et sportive. 31, bientôt 29 ans. J'ai toujours vécu en parallèle. C'est-à-dire que dans tout ce que je vis, j'ai l'impression d'être en parallèle des gens. J'ai pas l'impression de vivre dans le même monde. Il y a un décalé, voilà, systématiquement dans tout. Si je devais le dire en une phrase, c'est ça. C'est je vis dans le même monde que tout le monde, mais j'ai pas l'impression d'être dans le même monde que tout le monde. Mon monde à moi est logique. J'ai vraiment l'impression en fait que dans mon fonctionnement tout est logique et que c'est souvent les personnes ou le monde autour de moi qui ne l'est pas. Donc cette adaptation, elle n'est pas toujours facile à faire. Dans les critères, en fait, c'était surtout des comportements bah, divers choses, en fait. Voilà, j'ai rattaché divers signes que j'avais durant mon enfance par rapport. J'ai des rattachés aux signes cliniques, en fait, qui décrivent l'autisme. Les problèmes de communication, le fait d'être assez renfermé sur soi, d'avoir des difficultés à s'exprimer, d'avoir des difficultés à, à prendre la parole, à aller vers les autres, et puis surtout des comportements très obsessionnels en fait. On est originaux, on est différents et on a un spectre très large, un éventail très large. Ce qui compte, c'est que notre différence soit reconnue, c'est qu'on reprenne confiance en nous. J'ai du mal à l'expliquer le mot autisme, mais que tout qui est qu'on est différent des autres sans être différent des autres. J'ai su ça, on va dire, officiellement par le CRA le 14 mai. Et j'avais eu un premier diagnostic il y a à peu près un an, précédé encore d'un pré-diagnostic par une psychologue. Donc le diagnostic d'il y a un an, c'était un psychiatre et le diagnostic du CRA, c'était le 14 mai dernier, donc c'est très frais. Et une fois qu'on a déposé le dossier au CRA, on part pour un long chemin de silence, puisque c'est pas leur faute, mais c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas assez de personnel pour le nombre de personnes qui s'y adressent. Ou alors on tombe aussi parfois sur des psychologues, mais c'est assez cher aussi. Il faut savoir que c'est un gros budget quand même de faire les tests. Je crois que pour un simple pré-diagnostic, j'avais payé quelque chose comme 160 ou 180 euros. Donc après, les chiffres vont très très vite. Et puis j'avais aussi compris qu'en matière d'autisme, c'était un psychiatre plus qu'il fallait pour vraiment avoir un diagnostic sûr. Et ça, c'est l'enfer, quoi. Souvent, voilà, ils ne sont pas disponibles ou ils ont des listes d'attente tellement longues qu'ils vous font comprendre que c'est pas la peine, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'ils sont complètement submergés. À l'âge de 12 ans, j'ai été diagnostiqué en Italie. Et honnêtement, euh, je, je n'avais plus besoin euh, de faire autre diagnostic pour vérifier si mon autisme était changé ou pas. Et quand depuis j'ai déménagé ici en France, euh, ma soeur m'aidait à obtenir des fiches pour la reconnaissance et pour avoir des aides pour mieux chercher un travail, pour vivre tranquillement. Le diagnostic a été posé pour moi à l'âge adulte, il y a 3 ans maintenant, presque 3 ans. Alors, quand j'ai eu le CRA au téléphone, il y avait une liste d'attente assez conséquente, je crois, qui était de 2 ans. Et ça m'a un peu découragé.
donc je me suis orienté vers une psychologue en libéral. Voilà, donc j'ai fait le parcours diagnostique en libéral, c'est-à-dire voilà, psychologue dans un premier temps pour un pré-diagnostic et ensuite pour la confirmation médicale, je dirais, du diagnostic, j'ai été voir un psychiatre. Voilà. Alors c'est assez onéreux, c'est vrai, c'est la différence qu'il y a quand on passe par un CRA, mais les délais d'attente sont moindres. Je dirais que par rapport à un CRA, voilà, là, moi, j'ai attendu 3 mois, il me semble, voilà, avant de franchir la porte du psychologue. Je l'ai su à 14 ans, mais on va dire que j'étais un peu trop jeune pour m'en rendre compte. Donc je l'ai su grâce à ma mère qui m'a fait passer le diagnostic. Et elle avait des doutes bien avant. Et du coup, elle me l'a dit en tout cas à 14 ans. Et après, j'ai mis beaucoup plus de temps à m'en rendre compte. J'ai été diagnostiquée sur le tard, officieusement à 14 ans, mais officiellement à un âge extrêmement avancé, qui est passé les 40. Et dans ce diagnostic qui a été fait à Montpellier et à Bordeaux, j'ai fait 2 diagnostics dans 2 CRA différents. J'ai fait faire des tests HPI pour mes enfants. Donc je leur ai fait faire ce diagnostic qui a été positif pour les deux. Et la psychologue qui a fait passer ces tests m'a dit vous devriez le faire aussi parce que vous êtes concerné et ça répondrait peut-être à certaines questions que vous vous posez. Donc je l'ai fait, effectivement, j'étais aussi concernée. Et finalement, c'est en me renseignant sur le HPI que je suis tombée un jour sur une vidéo, c'était à l'époque, c'était Super Pépette, c'était Gilles Daché, qui faisait cette série-là. Ça m'avait interpellée parce que je m'étais vraiment retrouvée dans tout ce qu'elle disait. Et puis de fil en aiguille, j'ai regardé d'autres vidéos et j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet aussi. Et là, je me suis dit que c'était moi, quoi. Donc on va dire que je suis partie d'un autodiagnostic finalement vers le diagnostic officiel. Voilà, je suis infirmier en fait dans une unité pour personnes avec TSA. Bon, alors vous me direz, c'est un comble. Bon, c'est pour ça que quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai été beaucoup dans le déni en fait. Ça a été compliqué. Je trouvais la situation tellement improbable que ça a été très très compliqué, voilà, de l'accepter. Donc ce qui s'est passé, en fait, on en vient au fait que voilà, je me suis intéressé à l'autisme de par le poste que j'occupais dans un hôpital de jour. Voilà, la population était très très hétérogène, il y avait des personnes avec TSA, diagnostiquées, non diagnostiquées, il y avait des jeunes avec des troubles de la personnalité, des jeunes entrant dans la psychose, voilà, donc divers profils. Et pour enrichir ma clinique, en fait, face à des jeunes qui avaient un profil Asperger, j'ai fait des recherches. Donc j'ai fait de nombreuses recherches, avec le côté un petit peu obsessionnel qu'on nous connaît, voilà. Et puis, je suis tombé sur des signes cliniques, des symptômes qui m'ont déstabilisé, assez perturbants. Eh bien, j'étais en 4e, donc j'étais dans ma 14e année, on va dire. Et j'étais en classe, au fond de la classe. Donc j'étais hors de moi, hors du monde, hors de tout. Et tout d'un coup, une énorme cloche, j'insiste, une énorme cloche, j'ai explosé dans ma tête. C'était trop fort pour moi, trop impossible. Je voyais 1000 chandelles, je voyais plus l'approche, je voyais plus, personne n'existait. Il n'y avait que ce bruit assourdissant qui m'a envahi tout entier. Et curieusement, cet événement désagréable a été mon salut, puisque j'ai envoyé valser la table, j'ai été complètement terrorisée, et après ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc le chef d'établissement, une bonne sœur pour me dire, parce que j'étais un établissement catholique, a alerté mes parents bien sûr, et a demandé à une psychologue scolaire de l'époque
de faire des tests, de voir ce qui n'allait pas. Et puis, il s'est avéré que je suis tombée sur une personne érudite qui avait entendu parler de l'Asperger et après des entretiens et des tests avec moi, a conclu que j'avais probablement ce type d'autisme, qui était absolument méconnu en France, etc. Donc j'ai eu de la chance quelque part. Et quand est-ce que tu as su pour toi que tu étais autiste? Il y a 2 ans. Parce que ma mère avait beaucoup de soupçons pour ça. Et quand j'avais la dyspraxie, pour elle, il y avait quelque chose d'autre à part que la dyspraxie. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait. J'ai pu trouver un mot sur mes mots, en fait. Heureux de savoir que j'avais. Il a fallu d'abord que j'accepte mes difficultés, ce qui n'est pas obligatoirement évident parce que dans ma vie, j'ai toujours voulu jouer le rôle de quelqu'un qui n'en avait pas. Et j'étais quelqu'un qui souriait, qui parlait facilement, etc. Ça m'épuisait à un point phénoménal, mais je le faisais. Donc quand je l'ai eu, j'ai versé quand même, on va dire, intérieurement ma petite larme parce que d'abord c'est une longue attente. Et puis parce que tu dis ça y est, j'arrive au bout du chemin, et surtout pour moi ça veut dire ok, peut-être qu'il y a des choses, il faut que j'accepte que je n'y arriverai pas. C'est pas parce que je fais pas assez d'efforts ou que je suis nulle ou que je suis folle, parce qu'il y a des fois où tu te dis que t'es branque parce que t'as des sensations un peu étranges et non, c'est peut-être pas pour ça, c'est peut-être juste parce que je fonctionne réellement différemment et que je pourrais toujours me taper la tête sur le mur, je vais pas pouvoir passer quand même, quoi. Donc c'était plus ça. Je comprends mieux ma vie, en fait. Je comprends mieux qui je suis. Donc l'autisme en soi est une réponse. J'avais mieux compris pour quelle raison j'avais des comportements bizarres. J'avais fortement la tendance à agir sans penser. Mais je pense qu'il était à cause de la situation pas agréable, et donc par exemple l'école ou le lycée, et donc je pouvais fatiguer à bien réfléchir, vu que j'étais entouré par des personnes immatures, sans la sensibilité, au mieux sans l'intelligence d'émotion, et en général je me suis trouvé dans des situations comme l'école ou le lycée où j'étais complètement seul contre tout le monde et personne de mes camarades a été puni par les professeurs pour l'harcèlement contre moi. Il a fallu que j'intègre en fait ce diagnostic. Et cette intégration crée des chamboulements, je dirais, personnels, mais qui ont des répercussions sur les autres, que ce soit familial, professionnel. Il s'en est suivi une période assez compliquée après la pose du diagnostic, probablement une dépression réactionnelle. Un fort déni du diagnostic dans un premier temps. Et puis quand l'acceptation s'est faite progressivement, à l'aide des professionnels qui m'entouraient, une dépression réactionnelle qui m'a mis dans une situation délicate, je dirais, auprès de mes collègues, c'est vrai, et des problèmes de communication entre eux et moi qui se sont intensifiés de ce fait et qui ont participé à mon décrochage en fait volontaire, puisque je suis parti de moi-même, de l'équipe. Voilà. Ouais, déjà j'étais beaucoup dans une sorte de déni de mes 14 jusqu'à mes 18 ans, je crois. Et oui, du coup j'ai mis assez longtemps à le réaliser. Ouais. Je pense que c'était surtout le fait de me dire que j'étais entre guillemets handicapée et du fait aussi
d'avoir, admettons, l'allocation enfant handicapé par exemple, et de me dire, bon bah si je vais avoir ça, ça veut dire que je vais être handicapée, et du coup de m'étiqueter avec quelque chose en quelque sorte de moins que les autres, ou un handicap ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est surtout ça qui a été difficile. Donc elle m'a permis de comprendre ce que j'étais vraiment en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé d'en parler auprès de ma famille et ça s'est pas bien passé. Sur le coup, en fait, j'étais un peu partagée. Sur le coup, je me suis dit, mais mince, ils s'en fichent complètement et ils comprennent pas. Donc j'ai entendu des choses qui m'ont fait un peu de peine parce que on m'a dit, oui, enfin bon, alors, si toi t'es autiste, tout le monde est autiste. Oui, t'es très fatiguée, et moi aussi je suis très fatiguée. Oui, t'aimes pas trop les lumières, etc. Enfin bon, qui aime les lumières? Les néons, ça pique les yeux. Enfin, en gros, tout ce que je disais, voilà, ça a été nié, réduit, et c'était tellement réduit. En fait, j'ai vraiment eu cette sensation, c'est horrible de dire ça, j'ai eu cette sensation de ne pas exister en fait. Donc après, j'en ai parlé à 2 amis, alors à ma fille et à mon fils. Ma fille qui est parfaitement compris et qui n'était pas du tout étonnée d'ailleurs. Et 2 amis qui eux-mêmes, je sais pas beaucoup d'amis, mais le peu que j'ai sont toujours, ils sont un peu hors normes aussi et atypiques. Donc, comme eux-mêmes ont leurs soucis aussi de fonctionnement, je pense que ça s'est très très bien passé. Donc voilà. Après, je m'interroge actuellement sur, j'en parle pas. À certaines personnes, j'ai parlé tranquillement de mon syndrome et, et, et en faisant ça, euh, j'ai pu éviter quelques malentendus. Et donc, quand chaque fois où je pouvais montrer quelques difficultés, ils pouvaient mieux me comprendre. Mais honnêtement, j'avais fait des efforts pour m'améliorer, surtout euh, dans les situations où j'étais entouré par les personnes neurotypiques. Je, je me rappelle que euh, pour beaucoup de temps, je n'avais pas la capacité de m'améliorer. Et c'était, mais je pense pendant les études de l'université, que j'ai réussi à améliorer mes comportements et ma capacité d'adaptation. Je voudrais faire un exemple. Quand j'avais fait la stage dans les restos, il était neurotypique, mais même si j'étais différent, il en appréciait beaucoup mon aide, mais il avait besoin de moi. Donc les personnes voilà, qui me sont proches, je veux dire d'un point de vue amitié, ne sont pas partis puisque ce sont de très bons amis. Et c'est là justement que l'on perçoit la force de l'amitié et la pureté de l'amitié. Donc ces personnes-là ne m'ont pas tourné le dos et je dirais que personne ne m'a tourné le dos. Je dirais que ce soit mes parents, ma compagne, toutes les personnes qui m'entourent ont été très très compréhensives, ont cherché à se documenter, à se renseigner, voilà, que ce soit dans la littérature ou auprès des professionnels voilà, compétents dans le sujet. Donc j'ai de la chance de ce côté-là. Par rapport à ce type d'handicap. Et là, ma mère, elle avait autre chose à faire que de s'occuper d'une personne particulière comme ça fait peur, c'est normal. Moi, je lui en veux pas du tout. Donc elle m'a dit, bon, chut, on se débrouillera. Moi, je me suis dit, je suis un original, mais je ferai avec. J'ai du mal à en parler en fait. Et peur d'être jugé aussi. Ils ont du mal à nous comprendre en fait. Ben, je suis toujours suivi par les mêmes professionnels qui ont posé le diagnostic en fait. Voilà, psychologues et psychiatres. Voilà, qui travaillent en synergie, en complémentarité, je dirais, voilà,
de ce côté-là, je suis bien épaulé. À l'hôpital, si, certes, j'ai des aides, en fait, j'ai des aides d'une assistante sociale, l'assistante sociale du personnel de l'hôpital, puisque ça va après tout ce qui est administratif, ça peut être un peu compliqué pour moi, pour gérer tout ce qui est documents, prise de rendez-vous, mais après, je suis également aidé par le médecin de la médecine du travail, qui travaille en complémentarité avec la psychologue du travail, ainsi que les professionnels qui ont posé le diagnostic. Oui, j'ai la AH, allocation adulte handicapé du coup, la PCH, prestation compensatoire du handicap, et je crois que c'est tout. Et après, j'ai une auxiliaire qui vient 2 fois par semaine à la maison, et une éducatrice. Ça faisait aussi un poids sur mes épaules parce que je me suis dit, j'ai la hache, du coup ça veut dire que je suis handicapée. Et donc dans ma tête, je me suis dit, oh, je suis handicapée. Ah, je touche de l'argent parce que je suis handicapée. Attends, mais est-ce que mon handicap il est invisible? Mais du coup, est-ce que je suis pas en train de mentir un peu et de gruger parce que je suis pas vraiment handicapée du coup. Et du coup, je me suis posé plein de questions sur ça. Et je me suis dit, l'autisme c'est un handicap, mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'handicapé? Donc j'étais soulagée, en même temps j'étais un peu plus stressée de comment est-ce que les gens allaient me voir si je leur disais que j'avais la hache. Ou est-ce qu'ils vont me demander quelle maladie j'ai ou quoi que ce soit, et du coup c'est un peu intrusif quand même. J'ai obtenu des aides humaines quand j'avais 54 ans, mieux vaut tard que jamais. La problématique qui est soulevée sur l'aide qu'on m'a apportée personnellement, c'est simplement le fait que ce sont des personnes très sympathiques qui sont volontaires pour aider les gens, les personnes avec handicap en général, mais non formés. Je pense qu'en fait, on fait tellement semblant qu'à un moment, on y croit. Et on arrive à un point de rupture, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus. Parce qu'il y a l'âge et la fatigue, il y a les accidents de la vie. Donc ça a été un chemin un peu difficile, parce que c'est pas toujours évident d'accepter qu'on s'est peut-être planté toute sa vie, quoi. Enfin, il y a beaucoup de remises en question aussi, dans la mesure où je me dis ok, ça c'est avec le recul maintenant. Après, quand on m'a dit tiens, t'es réellement autiste, je dis ah bon, mince, si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être pu faire telle et telle chose, j'aurais pu me préserver de tel et tel truc. Donc ça a été intellectuellement, psychologiquement un chemin aussi un peu compliqué. Mais bénéfique, et je suis très contente de l'avoir fait. Franchement, je pense que je me sens enfin en accord avec moi-même. Et puis peut-être, oui, plus légitime en fait. J'ai l'impression que quand je me regarde dans la glace, c'est bien moi, et c'est plus obligatoirement l'image que je voulais donner de moi. À 14 ans, 13 ans, au niveau du collège, j'ai tout renfermé. Donc même quand le premier diagnostic que j'ai passé, on m'a diagnostiqué non autiste, parce que j'ai tellement compensé et je me suis tellement invisibilisée que du coup le docteur m'a dit mais je vois pas du tout pourquoi vous dites ça en fait. Et moi j'ai tout fermé, et du coup toutes mes années de collège, je me suis vraiment j'ai rien montré en fait. Et c'est qu'après, plus tard, où j'ai vraiment commencé à assumer un peu l'autisme, que mes tics ont commencé à être de plus en plus visibles. Et là, en ce moment, ils le sont encore plus, parce que j'ai pas peur de le faire devant les autres. Et surtout, je me retiens plus en fait. C'est trop fatigant de se retenir. Donc maintenant, ça va. On va dire que je le fais plus, mais en conscience. Alors qu'avant, quand je le faisais, c'était vraiment très handicapant pour moi parce que j'en avais honte. La suradaptation fait des dégâts, et donc ça peut aussi révéler aux gens qu'on peut survivre sans être aidé, mais aujourd'hui, je le paye cash, et je le paye à un tel prix que je ne peux plus m'adapter. C'est fini. Actuellement, je suis en arrêt en longue durée pour une décompensation de mon trouble du spectre autistique. Et j'ai eu une dépression réactionnelle due au nombre d'années où je me suis suradapté, où je me suis fatigué à essayer de me conformer, à imiter, à faire société, mais de la mauvaise façon. Et la note est très lourde. Voilà. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, on voyait notre différence. On la sent, on est trop authentique pour que ça ne se voit pas. Donc automatiquement on dérange, et donc automatiquement on est rejeté, que ce soit des enfants ou des adultes.